Bon, je pense on peut commencer à y aller. Les participants prendront le sujet en cours. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Oui, Allez, let's go. super. Bonjour et merci à tous les participants qui sont connectés. Bienvenue à ce webinaire sur comment créer sa société quand on est freelance. Donc, on va commencer par présenter rapidement Sixième Homme. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous, on met en relation les consultants freelance avec les cabinets de conseil et les entreprises. Et en fait, on essaye d'accompagner les consultants indépendants à rencontrer le cabinet de conseil et les entreprises pour trouver les meilleures missions, mais aussi pour rencontrer d'autres consultants et se faire un réseau, etc. Donc, on intervient sur 6 domaines d'expertise à peu près. Donc, DSI, stratégie, innovation, finance et banque, digital agilité, conseil opérationnel et les métiers de la data. Donc, en termes de chiffres, on est une communauté de plus de 1300 membres actuellement. Donc, on a une parité relative, donc 58% d'hommes, 42% de femmes. Donc, voilà. On a une seniorité, nos consultants à peu près 50, plus de 5 ans d'expérience, avec un TJM moyen de 770 €. Donc voilà, les compétences qu'on retrouve généralement chez nos freelances. Donc on a beaucoup de consultants en management, on a des consultants qui sont passés par des cabinets généralistes, voilà, qui ont construit des expertises diverses et qui peuvent intervenir sur divers sujets, des missions différentes. Donc on a beaucoup de PMO, beaucoup de chefs de projet, des consultants en conduite du changement et aussi des product owners. Voilà. Donc, je vais juste compléter un peu, Ralia. Donc, on travaille, nous, principalement avec des directions, différentes directions au sein de grandes entreprises, comme la direction des systèmes d'information, les Digital Factory ou les directions marketing. Donc, soit on travaille directement avec des entreprises en direct, type Total Energy, Leroy Merlin, Sodexo, le groupe LVMH, ou on travaille en partenariat avec des cabinets de conseil qu'on accompagne pour construire leurs équipes conseil et qui, avec eux, le consultant intervient sur des missions de conseil avec les clients du cabinet. Donc, par exemple, les cabinets avec lesquels on travaille, on retrouve Price, Stanwell, CL Partners et autres cabinets un peu généralistes, comme disait Ralia. Voilà, donc quelques exemples de missions qu'on fait. On a par exemple des missions d'architecture d'entreprise chez Leroy Merlin. On fait des missions de PMO et de product management chez Total. On accompagne LVMH aussi sur un gros projet de transformation ITSM. Chez Sodexo, on est sur des équipes produits mobiles et web sur la refonte d'outils digitaux. Donc voilà, c'est des missions vraiment très variées, du digital jusqu'au management, à l'IT, la data, etc. Voilà, et du coup, le but de ce webinaire, c'est que notre partenaire Number vous présente comment on crée une entreprise quand on veut devenir freelance. Donc, généralement, il y a deux voies. Il y a des personnes qui partent en portage salarial. Donc, c'est des entités qui vous reproduisent l'équivalent d'un CDI. Et il y a d'autres personnes qui vont à fond, on va dire, entre guillemets, et qui créent leurs entreprises sous différentes formes. Et du coup, l'équipe Number va nous présenter quelles sont les différentes façons de créer son entreprise, les avantages pour chaque statut, etc. Voilà. Du coup, merci Omar. Alors, moi, je vais vous présenter. Donc, je suis Emma du cabinet comptable Number. Je m'occupe de toute la partie relation avec les gens qui veulent en fait devenir entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on va seulement traiter la partie en fait comment créer sa société et surtout en amont à quoi penser quand on crée sa structure. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat. Et aussi, à la fin du webinaire, vous allez également recevoir le replay par email. Donc, si jamais vous voulez le revisionner, c'est tout à fait possible.
Alors nous, chez Number, on a également plus de 20 ans d'expérience avec environ 3 500 entreprises créées par an et 70% de nos clients, en fait, qui sont créateurs d'entreprises. Donc, des gens que je rencontre quotidiennement. C'est leur premier pas, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le souhait de créer leur société. Donc, on est vraiment spécialisé dans les prestataires de services. Donc, tous les cas qu'on a ici, je pense, ce midi. Au programme, on va parler donc de quelle activité, est-ce qu'il y a une place pour vous, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent, le cadre juridique, quel nom, quelle adresse. Toutes ces questions, en fait, elles sont à y réfléchir, à penser dès qu'on crée sa structure. Alors, quelle activité? Donc, pour l'activité de votre société, ça va dépendre de vos envies, mais surtout de votre compétence, de vos diplômes et de votre réseau. La structure juridique que vous allez choisir, c'est vraiment à la fin que l'on choisira quel type de structure choisir. Là, vraiment, il faut vous questionner sur quel type d'activité vous allez faire et dans quoi vous voulez rester. Si vous aimez le travail que vous faites actuellement, mais que vous préfériez peut-être le faire en freelance, ben c'est tout à fait possible, suivant votre compétence et le réseau que vous pouvez avoir. Donc, il faut, dans ce cas-là, bien vous connaître. Pourquoi pas en parler à son entourage? Il y a également peut-être des amis, de la famille qui se sont lancés. Et également, bien vérifier que votre activité que vous voulez faire n'est pas une activité réglementée. Et pour certaines activités, notamment dans le domaine du BTP, il faut des diplômes. Donc, vous pouvez créer votre société d'électricien ou de peintre. C'est tout à fait possible. Mais en amont, il faut avoir obtenu des diplômes dans ce domaine-là ou un certain type d'expérience. Donc ça, c'est à bien vérifier. Vous, en tant que prestataire de service, ça sera plus facile légalement si vous avez des diplômes pour vous vendre et surtout de l'expérience dans votre domaine. Mais il n'y a pas forcément le besoin, par exemple, pour faire du conseil en management, il n'y a pas la nécessité d'avoir un diplôme en management. Ça sera plutôt la façon de vous vendre à vos clients et vos expériences qui va compter dans cette démarche-là. Ensuite, est-ce qu'il y a une place pour vous dans votre type de société? Alors, il faut en amont, avant de se lancer, peut-être déjà avoir une première mission. Donc, le réseau va beaucoup jouer. En général, les personnes qui viennent nous voir ont déjà la première mission qui est validée. Donc, donc la création de la société est souvent assez urgente. Il ne faut pas précipiter, il faut bien faire attention. Par exemple, si vous quittez votre emploi suite à une rupture conventionnelle, il faut bien être inscrit à Pôle emploi avant de faire les démarches de création de société. Et notamment quand vous créez votre structure, être sûr d'avoir cette mission pour vous garantir en fait un chiffre d'affaires et peut-être aussi avoir déjà vos futurs clients. Il est important également, si vous proposez une mission assez complète, si jamais vous avez besoin de sous-traitance, n'hésitez pas également à prévoir et rencontrer vos futurs fournisseurs, vos futurs prestataires de services qui vont vous aider et compléter votre mission de conseil ou de développement web, des choses comme ça. Et ensuite, on vous conseille également d'élaborer votre offre commerciale, pas forcément d'avoir une plaquette, mais d'avoir une idée de toutes les prestations et de toutes les missions que vous pourriez réaliser pour pouvoir bien vous vendre à votre futur client. Donc, l'étape importante, c'est de bien connaître son marché, de déterminer vos prix. On le verra juste après pour votre TJM. Dont on parlait à l'introduction, et également pouvoir se vendre et se positionner par rapport aux concurrents que vous pourriez avoir.
est-ce que du coup, vous allez gagner de l'argent? Donc là vient la question du TJM. Afin d'établir votre TJM, il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Donc, il faut comprendre son marché, prévoir les charges que vous pourriez avoir dans la société, déterminer votre domaine de niveau de compétence et s'appuyer sur les recommandations clients, les certifications, par exemple. Donc, le TJM, quand on va créer sa société, ça va en fait être votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on va en société, pour le taxer, on va le taxer en enlevant les charges de société. Les charges de société, ça va être vos déplacements, le matériel informatique, le salaire de vos salariés et également peut-être votre salaire à vous. Donc, faites bien attention. Le TJM que vous avez là, il doit être clair et peut-être l'établir avec, le comparer avec d'autres concurrents. Ouais, je voudrais juste rajouter un point pour définir son TJM. Ce qui est intéressant, surtout pour les consultants, c'est de faire un petit benchmark sur les plateformes, par exemple. Donc, il y a par exemple Malte, qui est une plateforme assez ouverte où on peut voir les profils des consultants. Et là, on peut essayer de se positionner par rapport à des profils similaires aux nôtres, à quel TJM ils se positionnent, selon leurs années d'expertise, les cabinets par lesquels ils sont passés, leur niveau d'expérience, etc. Et ajuster à partir de là. C'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent nous voir ont déjà un montant prédéfini de TJM, mais en effet, les plateformes comme Malte sont très intéressantes puisque vous avez le profil de la personne qui se vend et vous pouvez comparer également très facilement à vous. C'est ça. Par contre, il y a une erreur que font pas mal de consultants, c'est qu'ils se positionnent au même TJM auquel leur cabinet les vendent. Ça, c'est une erreur parce que il faut toujours avoir en tête les marges, par exemple, que prennent les plateformes, mais aussi tout le service qui est apporté par un cabinet de conseil que n'apporte pas un consultant freelance tout seul. Et donc, le TJM du freelance n'est jamais égal au TJM auquel il était vendu quand il était en cabinet de conseil ou autre. Donc, il y a un petit ajustement à avoir en tête, bien évidemment. Et le montant du TJM va également vous aider à définir quelle structure juridique vous avez besoin. Par exemple, si vous choisissez l'auto-entreprise et si vous avez un TJM assez élevé, vous allez dépasser rapidement les seuils. Donc, l'optimisation fiscale est beaucoup plus difficile. Si on est en société, il n'y a pas de seuil à ne pas dépasser. Donc, forcément, les TJM assez élevés vont rapidement se lancer en tant que société. Ensuite, on vous invite à avoir une idée de votre prévisionnel financier pour avoir une idée en fait de votre activité. Ça va aller très vite en tant que prestataire de service. Le prévisionnel, donc c'est le TJM, le chiffre d'affaires, ça sera le TJM fois 12 sur les 12 prochains mois. Et les charges, ça va être un peu de déplacement, un peu de restaurant, du matériel informatique, le salaire si jamais vous avez besoin de vous rémunérer rapidement. Donc, ça se fait assez rapidement pour avoir une idée en fait de son prévisionnel financier. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez vous adresser à des personnes qui peuvent vous aider à l'établir. Ensuite, il y a des aides que vous pourriez avoir, auxquelles vous pourriez prétendre. Ça dépend en fait votre antécédent et la manière dont vous quittez peut-être votre emploi. Donc, vous pouvez créer une société. Dans société, j'entends, SASU, URL, SAS, SARL. Si vous êtes déjà en emploi, donc si vous avez votre emploi et que vous avez déjà un CDI, vous pouvez tout à fait créer votre société. Si dans votre contrat de travail, il n'y a pas de clause de non-concurrence, bien entendu, sinon vous ne pouvez pas. Et vous pouvez donc créer votre société si vous quittez votre emploi par démission ou par rupture conventionnelle. Donc, si vous choisissez la démission, vous n'allez pas avoir de maintien, vous n'allez pas avoir d'aide au niveau de Pôle emploi.
Mais vous pouvez choisir la démission reconversion. Dans ce cas-là, il faut s'adresser à Pôle emploi, faire cette demande de démission reconversion, qu'elle soit validée et ensuite démissionner. Si vous choisissez la rupture conventionnelle, mais dans ce cas-là, vous avez le droit à avoir l'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, tous les mois pendant les 18 prochains mois suivant votre statut. Alors, je crois que j'ai une question. Non. Je crois qu'Ilas vient juste d'arriver. Merci. Alors oui, vous pouvez vous verser un salaire. Donc, il y a plusieurs aides de Pôle emploi. Il y a l'ARE, le fait d'avoir tous les mois son chômage. Donc là, c'est si j'ai quitté mon emploi d'une rupture conventionnelle ou fin de période d'essai, par exemple. Ensuite, vous avez les 45% de vos droits Pôle emploi versés en 2 fois. Donc, c'est soit l'ARE, soit la CRE. Et ensuite, il y a l'ACRE, donc, pardon, j'ai un trou de mémoire. Il y a l'ARE, le fait d'avoir tous les mois son Pôle emploi. Il y a les 45% qui s'appellent l'ARCE, l'ARCE. L'ARCE, c'est le fait de recevoir en 2 versements les 45% de ses droits Pôle emploi. Et ensuite, il y a l'ACRE, qui est le fait d'avoir une réduction des cotisations sociales. Qu'on soit en SASU ou en EURL, on a la possibilité d'avoir une réduction des cotisations sociales. Et dans ce cas-là, c'est sur le salaire que l'on se verse. Est-ce que c'est clair ou je dois reprendre? Donc, si vous avez l'ARE, vous pouvez dire à Pôle emploi de ne pas vous verser l'ARE en mai, par exemple, parce que vous allez vous verser un salaire. Mais si vous avez l'ARE tous les mois, le salaire que vous allez vous verser viendra en fait impacter votre ARE. Alors, oui, Raled, en effet, on est sur 45%, mais que dans des cas spécifiques. Donc là, il faut bien faire attention et le voir directement avec son Pôle emploi. Alors, Ilas, est-ce que j'ai répondu? Alors, peut-on se verser un salaire avec l'ARE? Oui, c'est ça. En effet, avec l'ARE, si vous vous versez un salaire, il y a soit le Pôle emploi fait le complément, soit Pôle emploi s'arrête le mois où vous versez un salaire. Il y avait un autre point peut-être, c'était les dividendes. Pour les personnes qui sont en SASU et qui ont l'ARE, est-ce que ça impacte l'ARE, le fait de se verser des dividendes en fin d'année? Alors, ça dépend de votre Pôle emploi. Il faut faire bien attention avec votre Pôle emploi. Mais en effet, beaucoup utilisent la manière d'avoir l'ARE tout au long de l'année et d'être en SASU et attendre la fin de l'année comptable pour se verser des dividendes. Et en fait, les dividendes sont des revenus de capitaux mobiliers. Ce n'est pas du salaire, ce n'est pas soumis à cotisation sociale. Donc, normalement, ça ne vient pas impacter vos droits Pôle emploi. Ouais, c'est le normalement qui pose un peu oui. le doute. C'est ça. Ok. Très bien, je pense qu'on peut avancer. Alors, Jérémy, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est plus judicieux de se verser des dividendes? Donc, les dividendes, oui, ils sont imposés à la fin de l'année comptable. Donc, il faut attendre la première clôture comptable pour se les verser. Et les dividendes, ils sont imposés à maximum 30%. Dans ces 30%, il y a 17,2 de CSG-CRDS et 12,8 d'impôt sur le revenu. C'est pour ça que je dis maximum 30%. Ils ne seront pas imposés à plus. Ensuite, il y a d'autres aides comme le maintien de Pôle emploi. Donc ça, c'est l'ARE, des prêts d'honneur, des subventions que vous pourriez avoir.
Donc les 3 points à retenir sur la partie business plan, on doit refléter au maximum en fait votre projet de société. Si jamais il y en a, des investisseurs qui pourraient en avoir besoin et ça vous permet également d'avoir une idée et une ligne de conduite sur votre première année, sur vos premières années d'activité. Alors, lequel cadre juridique? Donc, avant de faire son choix sur l'entreprise ou la société, il faut intégrer du coup le fait qu'il y a des impacts au niveau de la fiscalité du foyer fiscal. Il y a également des impacts au niveau du régime social de vous en tant que dirigeant. Alors, quelques pistes pour vous aider. Quand on est en société, il faut faire le choix. Soit on est en entreprise, donc là c'est plutôt la colonne orange, ou soit on est en société. EURL, SARL, c'est la même chose. SASU, SAS, c'est également la même chose. Le régime social est différent. Quand on est du coup en EUI, EURL, on est TNS, travailleur non salarié. Quand on est plutôt en SASU, SAS, on est assimilé salarié. Mais dans les deux cas, on ne cotisera plus à Pôle emploi. Le fait de se verser un salaire en tant que gérant ou président de sa société ne va pas venir développer et augmenter vos nouveaux droits à Pôle emploi. Une fois que vous les avez tous utilisés, ils seront terminés. Seul un CDI avec une société pourra vous ouvrir des nouveaux droits chez Pôle emploi. Au niveau du taux de cotisation, du coup, il est assez faible en EI et en EURL. On parle de 45%. Donc, dès que vous versez un salaire en EURL ou en EI, il faut compter 45% de charges sociales contre 75 en SASU. Donc, 75, c'est parce qu'en fait, on est assimilé salarié. On va avoir des fiches de paie et on va cotiser comme si on était salarié cadre. Tandis qu'en TNS, donc là, les cotisations, elles sont beaucoup moins élevées. Elles sont de 45%. Donc là, quand on veut un salaire de 1 000 euros, ça va coûter à la société 1 450 euros. Mais dans ce cas-là, on est TNS, donc travailleur non salarié. Au niveau de la protection sociale du patrimoine en EI, aucune sauf la résidence principale. Et en EURL, SASU, c'est limité aux apports. Donc en fait, en EURL et en SASU, comme vous créez une personne morale, dans ce cas-là, il y a bien une différence entre vous, personne physique, et la société, personne morale. L'optimisation fiscale est très faible en EI parce que tout est soumis à l'impôt sur le revenu, tandis qu'en EURL et en SASU, on va pouvoir jouer en fait entre l'impôt sur le revenu, avec les salaires que vous versez, et l'impôt sur les sociétés, et donc les dividendes qui restent dans la structure. Et le versement des dividendes, on le voyait tout à l'heure, c'est pas possible en EI, puisque c'est les bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et en EURL et SASU, c'est plutôt sur une SASU que les dividendes sont plus intéressants parce que c'est taxé qu'à 30%. Et les dividendes sont récupérables, bien sûr, qu'à la fin de l'année comptable, suivant le bénéfice de la société. Alors, je crois que j'ai quelques questions. Alors, ça dépend vraiment de votre cas. Vous recommandez SASU à l'IR ou à l'IS. Ça dépend vraiment de votre cas. C'est vrai que la SASU à l'impôt sur le revenu, si vous êtes à Pôle emploi, peut venir en fait impacter vos droits Pôle emploi, tandis qu'à l'impôt sur les sociétés, on récupérera le bénéfice en dividende. Là, ça ne va pas normalement intervenir avec vos droits Pôle emploi. Mais à la fin de vos droits Pôle emploi, la question peut se poser de SASU à l'IR ou de SASU à l'IS. Ça dépend de votre foyer fiscal, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, il faudra étudier votre cas par cas. Si vous avez beaucoup de personnes sur votre foyer fiscal, si vous avez des enfants, des choses comme ça, la SASU à l'IR également peut être intéressante. Si vous êtes à la retraite également, la SASU à l'IR peut être intéressante. Ça dépend vraiment de votre cas. En tout cas, pour faire le parallèle avec la RE, pour les personnes qui ont le chômage, généralement, le statut le plus judicieux, c'est la SASU.
parce qu'on ne cotise pas, on n'a pas de cotisation si on ne se verse pas de salaire et on peut se verser de dividendes à la fin de l'année et qui n'interfèrent pas normalement avec les ARE. Par contre, une fois les ARE terminés, moi je pense qu'entre EURL et SASU, c'est peut-être l'EURL le schéma le plus intéressant parce qu'on a peut-être plus besoin de se verser un salaire de manière mensuelle et en URL, les cotisations sont beaucoup plus faibles et donc l'URL est peut-être plus intéressant pour les gens qui n'ont pas de chômage ou d'ARE. Donc la partie ARE influence aussi sur le choix du bon statut. Et le fait de se verser un salaire également, du coup, en EURL, si on n'a pas l'ARE ou après ces 2 ans de Pôle emploi, permet également d'avoir une protection sociale. Donc, si jamais il vous arrive quelque chose, si jamais vous vous cassez le bras, vous avez le droit à des indemnités journalières, d'un maintien de salaire. Donc, c'est également ça aussi à prendre en compte après Pôle emploi ou dès la création de sa société. Et des cotisations retraite. C'est vrai qu'il y a le cas un peu en ce moment, le fait de se verser un salaire en EURL ou en SASU permet également de cotiser à la retraite. C'est ça. Et ce que les dividendes ne permettent pas. Exactement, oui. Merci. Alors, bonne question, Jérémy. Ça dépend si vous vous versez un salaire. Mais en fait, si vous ne vous versez pas de salaire en SASU à l'IR, le bénéfice est soumis à l'impôt sur le revenu, mais il n'y a aucune cotisation sociale. C'est comme si vous preniez que des dividendes à la fin de l'année. Il n'y a aucune protection sociale. Alors, l'EI, Sophie, elle est... Moi, je ne conseille pas souvent l'entreprise individuelle, puisqu'en fait, on ne peut pas forcément beaucoup optimiser. On ne peut pas jouer en fait entre l'EI sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc, je conseille plutôt une URL qui permet aussi d'avoir la différence entre son patrimoine pro et perso. Oui, on peut tout à fait en EURL se verser des dividendes, mais il faut attendre la fin de l'année. Et les dividendes, ils sont intéressants seulement si on dépasse un certain seuil de rémunération. Pardon. C'est aussi lié au capital de la société. Oui, oui. Donc, pour faire simple, Khaled, c'est pas intéressant de se verser des dividendes en URL. Sauf pour de très grandes entreprises dont le capital est assez grand. Et en plus, c'est taxé plus que la SASU. Donc, pour généralement, les gens qui partent sur un modèle de rémunération en dividende, ils choisissent plus la SASU. L'URL, c'est vraiment plus intéressant si on se verse l'équivalent d'un salaire qu'on appelle rémunération du dirigeant. Oui, tout à fait. Du coup, c'est pas possible, non, Jérémy, ça dépend vraiment, en fait, si vous vous rémunérez en SASU à l'IR, ça devient plus du tout intéressant d'être en SASU à l'IR. Donc, c'est vraiment un cas assez particulier, cette SASU à l'IR, qui a un impact important sur la protection sociale. Donc, sur les points à retenir, donc quand on va faire ce choix d'entreprise individuelle, de SASU ou de URL, c'est quelque chose à réfléchir sur plutôt le moyen terme. Il faut penser à sa protection sociale et sachez que rien n'est figé. On peut tout à fait transformer une SASU en EURL. C'est ce qui se fait souvent après avoir utilisé tous ces droits Pôle emploi. On peut tout à fait le faire. Et si jamais, on peut aussi faire une EURL en SASU. Ce va-et-vient-là est tout à fait possible. J'ai pas du tout parlé de l'auto-entreprise. C'est quelque chose aussi qui existe. Donc, l'auto-entreprise et la micro-entreprise, c'est la même chose. C'est quelque chose de très simple. Mais il faut faire attention puisqu'il y a très peu d'optimisation possible parce qu'en fait, en auto-entreprise et en micro-entreprise, donc c'est la même chose, vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires que vous encaissez. Donc, oui, c'est bien sur on pourrait dire sur vraiment un début d'activité pour tester son produit. Ça peut être bien pour en complément
de son CDI peut-être. Mais en fait, la micro-entreprise, il faut faire attention parce qu'il y a des seuils à ne pas dépasser. Et aussi, ça a peut-être une valeur, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré vous chez Sixième Homme, mais ça peut être aussi une valeur aux yeux des clients, l'auto-entreprise, de quelque chose d'un peu bancal. Oui, on a quelques, enfin, pas les clients, mais quelques plateformes qui n'aiment pas trop travailler avec les autres entreprises. Nous, on fait pas de distinction, on travaille avec pas mal de personnes qui ont des auto-entreprises. Mais c'est vrai que certains clients sont un peu friands par rapport à ce statut. Mais bon, hein, ça reste un statut qui est très bien, enfin, utilisé par beaucoup de personnes Oui, oui. freelance et qui est très bien pour démarrer, pour des personnes qui n'ont pas le chômage et qui veulent tester une activité pendant quelques mois. La création se fait très rapidement, ça prend 30 minutes sur le portail de l'URSSAF et après, ben, on peut commencer très rapidement des missions avec, donc ça reste un statut intéressant. Il faut juste faire attention, donc il y a des seuils à ne pas dépasser, mais c'est vrai que c'est très simple à créer et très simple également à fermer si vous voulez Ouais. passer après sur le statut de société. Alors ensuite, une fois qu'on a fait tous ces choix-là et toutes ces étapes, on va maintenant définir le nom de son entreprise et on va vérifier sa disponibilité. Le principe, il faut donc valider sur le site de l'INPI et également sur Greffe, infogreffe.fr, que le nom de la société est disponible. Et ensuite, si jamais vous voulez déposer votre marque, c'est possible et c'est un coût à peu près de 200 € et ça sera bien entendu des charges de société. Alors, vous avez plusieurs choix pour la domiciliation de votre société. Soit vous choisissez une société de domiciliation, soit vous la domiciliez chez vous, que vous soyez propriétaire ou locataire, soit chez un tiers qui pourrait héberger le dirigeant, ou alors dans un local commercial ou un bureau. Les différentes solutions sont tout à fait possibles. Nous, on vous conseille plutôt de le domicilier chez vous, que vous soyez propriétaire ou locataire. Comme ça, on pourra faire passer une partie du loyer dans les charges de la société. Si vous souhaitez par contre que votre adresse n'apparaisse pas sur vos factures, ben là, dans ce cas-là, il faudra choisir une société de domiciliation ou des locaux commerciaux si vous en avez envie et si vous en avez besoin. Alors, comment immatriculer sa société? Dans un premier temps, il faut rédiger ses statuts. Donc, pour rédiger ces statuts, il y aura dedans le nom de la société, le montant du capital, l'adresse, l'objet social, qui sont les associés de la société. Ensuite, une fois que vous avez choisi tout ça, il faut déposer le capital chez un notaire ou dans votre banque. Et une fois que le capital est déposé, vous avez une attestation de dépôt de capital et avec les statuts signés, on peut envoyer le dossier au greffe et après, vous allez recevoir le cabis sous une dizaine de jours à peu près. Pour le montant du capital, nous, on conseille 1 000 €. Le capital, du coup, est bloqué chez le notaire en attendant d'avoir le cabis. Et une fois que vous réceptionnez le cabis, les 1 000 € arrivent sur votre compte bancaire professionnel que vous pouvez dépenser, mais que vous ne pouvez pas, bien sûr, vous rembourser. Pourquoi on conseille 1 000 € de capital? En fait, parce que c'est inscrit sur vos cabis et sur vos factures et ça inspire quand même un peu plus confiance que 1 € de capital. Donc c'est bon, voilà, félicitations, vous avez maintenant le cabis. Et donc le cabis, c'est la pièce d'identité de la société. C'est ce qui pourra permettre en fait d'exister chez vos clients et pouvoir vous faire payer pour vos prestations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur des points avant de vous parler de nous chez Number? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer?
Je pense que c'est bon. Ouais, Il n'y a pas de tout à fait. questions. Alors, du coup, chez Number, qu'est-ce qu'on propose? Donc, on propose toute la partie choix de la structure juridique. Que vous choisissez plutôt une SASU, une URL, en fait, on va vous conseiller et on va vous apporter, en fait, ce conseil pour le choix de la meilleure structure juridique qui sera adaptée à votre situation. Ensuite, on va choisir le régime fiscal et social de la société. Donc, par le régime fiscal, j'entends impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, le régime également de la TVA, mensuel, trimestriel, semestriel. Et ensuite, on va rédiger les statuts. Donc, dans les statuts, comme je disais, il y a le nom, l'adresse. En fait, on va cadrer ce que la société et ce qu'elle est, en fait, avec qui est son président, son gérant, et ce qu'elle a le droit de faire, notamment dans l'objet social. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans l'objet social, on va devoir mettre en fait ce que la société, ce pourquoi la société est créée. On va être le plus large possible pour que la société puisse faire le plus de choses possible. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est plutôt dans l'informatique, développeur, on va mettre conseil en système informatique. On va essayer en fait d'être le plus large possible. On peut aussi mettre, par exemple, formation non réglementée, pour que vous puissiez peut-être un jour, au bout de 6 mois, 1 an, intervenir dans des écoles. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc en fait, dans l'objet social, il faut être le plus large possible. Ensuite, une fois qu'on a fait cette rédaction de statut, vous déposez le capital et on va déposer le dossier au greffe et il faut attendre à peu près 10 jours pour avoir le CAPIS. Donc, Number va pouvoir vous accompagner sur toute cette partie-là. Le rendez-vous conseil est offert avec le partenariat 6e homme. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de ça. Ensuite, on va faire toute la partie comptable parce qu'avant tout, on est quand même un cabinet d'expertise comptable. Donc, on va faire toute la partie comptable de votre société avec la tenue comptable, les déclarations de TVA, les déclarations fiscales et l'alias, le compte de résultat à la fin de l'année pour valider en fait auprès du greffe tout ça. On est sans engagement parce qu'on veut vraiment que nos clients restent chez nous parce qu'ils sont satisfaits de nos services. Et en plus, on peut aussi, selon vos besoins, faire une étude de retraite, un montage juridique avec une holding, une SCI. Tout ça, c'est possible également chez nous. Donc, on est situé un peu partout en France. On a de bons avis sur Google et vous pouvez tout à fait choisir le cabinet qui correspond à votre lieu de vie. On est un peu partout, du coup, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Paris. Donc, moi, ce qui me concerne, je suis à Paris. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et pour compléter en fait notre offre, on a des outils qui s'appellent Time pour faciliter en fait votre vie en tant qu'entrepreneur, pour vraiment vous concentrer sur votre mission et nous faire le reste, tout ce qui est côté administratif. Par contre, vous allez devoir quand même faire vos factures parce que moi, je ne connais pas vos clients et votre TJM. Donc, vous allez devoir faire vos factures. Donc, pour cela, on a Time Invoice qui va vous aider en fait à faire vos devis, vos factures, suivre le montant que les clients vous doivent. Et ensuite, on a Time pour en fait prendre en photo toutes vos dépenses. On a une valeur probante sur les justificatifs. Et également, vous pouvez également faire vos notes de frais. On peut également vous proposer une solution bancaire, donc ça s'appelle Time Business, qui vous permet d'avoir un IBAN français, une carte bleue, et de pouvoir gérer en fait vos dépenses et vos encaissements en temps réel sur nos applications. C'est pas compris dans notre forfait, il faut compter 10 € par mois. Mais si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci, on peut vous créer également un compte bancaire avec Time. Et voilà, j'ai fini pour ma part ma présentation. Donc, je vais pouvoir vous présenter, vous partager le Calendly.
Si jamais vous avez besoin, vous pouvez également nous écrire sur l'email que vous voyez affiché. Si vous n'êtes pas prestataire de service, sachez qu'on a également le cabinet Swappen qui peut vous accompagner par rapport à c'est une autre marque de chez Number pour tout ce qui est BTP, e-commerce, parce que nous, chez Number, on fait essentiellement les prestataires de services. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais chercher juste le Calendly Number. Ici. N'oubliez pas de bien mettre que vous venez de la part de 6e Homme pour avoir cet accompagnement. Ici. Hop. Donc, merci à tous pour votre participation et votre écoute. J'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous avec nous et bien dire que vous venez de la part de 6e Homme. Super, merci à l'équipe Number pour cette présentation, c'était très clair. Et merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Donc, vous allez bien recevoir la présentation et le replay du webinaire. Très bien, merci à tous, très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.